Bonjour, je me présente. Je suis Maï Harfouch Samaha, la directrice de la bibliothèque à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je vais présenter à présent le module 4 sur la science ouverte au centre de documentation. Alors, les bibliothécaires ont un rôle crucial pour soutenir la recherche, faciliter l'accès à l'information et promouvoir la diffusion des connaissances. Il y a des points clés et des suggestions pour former les chercheurs. Il faut créer des guides et des ressources en ligne, organiser des ateliers, des séminaires pour sensibiliser le chercheur sur les pratiques de la science ouverte, pour créer un identifiant chercheur, pour les gestions et partages des données, pour l'utilisation de licences ouvertes et droits d'auteur, pour éviter les revues et conférences prédatrices et aussi sur les prépublications. Tout ça, on va le voir dans d'autres modules. Alors, on passe. Alors, quand on dit accès ouvert, notre rôle, c'est de mettre des liens chez nous, dans les bibliothèques, au centre de documentation et guider les chercheurs à trouver là où ils peuvent trouver des accès ouverts sur des revues, des livres. Et là, j'ai mis quelques exemples comme le Directory of Open Access Journal, le DOA Books, et pour le PubMed Central, Archive ARXIV, Scientific Direct Open Access et bien sûr plusieurs autres sites aussi d'accès ouvert qu'on ne trouve pas là, on n'a pas la liste complète, mais c'est à savoir, c'est notre rôle d'ajouter des liens sur le site de centre de documentation et de guider le chercheur où trouver l'accès ouvert. Alors, quand on dit gestion des données, c'est-à-dire, nous avons ici le principe FAIR qu'il faut respecter. Ce guide de plan de gestion FAIR de données tient compte du cycle de vie des données et de leur création dans le cadre d'un projet de recherche jusqu'à leur archivage. Alors, c'est juste à savoir quelques points sur la gestion de données. F, c'est pour findable, A pour accessible, I pour interoperable et R pour reusable. Ce sont les abréviations du mot, le détail du mot FAIR. Alors, pour les dépôts de données, nous avons plusieurs dépôts de données multidisciplinaires. J'ai mis là quelques sites. Vous avez les Dataverse, CIRAD, Data Partage, INRA, plusieurs sites pour les dépôts de données. Et pour la médecine spécifiquement, il y a aussi certains sites. Je cite en bas le site du NCBI, National Center of Biotechnology Information, le clinicaltrials.gov, the Cancer Genome Atlas et European Genome Phenome Archive, et DRIAD et Figshare. Ça, c'est pour la médecine et multidisciplinaire aussi. Pour les botaniques, par exemple, vous avez le TRI. Pour tout ce qui est biodiversité, vous avez le GBIF. Et pour l'environnement, il y a plusieurs. Il faut consulter cette liste assez longue concernant les dépôts de données. Alors, des formations sont conçues pour répondre tout ce qui est spécifiquement aux chercheurs. On aborde ici, dans ce module, le droit d'auteur et les licences de diffusion, ainsi que comment créer un identifiant chercheur pour ORCID. La partie 1, on va parler des droits d'auteur, et dans la partie 2, on va détailler un tout petit peu l'ORCID. Pour attribuer une licence Creative Commons, comment attribuer une licence Creative Commons, on va voir par la suite, comment rechercher des œuvres sous licence Creative Commons et comment bien utiliser une œuvre sous licence Creative Commons. Alors, les Creative Commons, ce sont les droits français,
et c'est un instrument juridique complémentaire au droit d'auteur. Elle permet aux titulaires des droits sur une œuvre d'accéder à l'avance aux utilisateurs certains droits d'utilisation de certaines œuvres. Alors, il faut respecter les droits d'auteur. On trouve ces licences sur presque tout ce qui est en accès ouvert. On va voir par la suite les sigles qu'on utilise pour les Creative Commons. Vous avez le BY pour l'attribution, le ND pour pas de modification, le C inverse, c'est pour le partage dans les mêmes conditions, et le NC, le dollar barré, c'est pas d'utilisation commerciale. On trouve souvent ces sigles sur les documents qui sont diffusés en libre accès. Quand est-ce qu'utiliser la licence de diffusion? Pour partager une œuvre et faciliter son utilisation par d'autres. Pour autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion d'une œuvre sous certaines conditions et accorder aux utilisateurs des droits complémentaires aux droits d'auteur qui s'appliquent par défaut. Une licence est dite libre, c'est-à-dire l'usage de l'œuvre, la lecture, la reproduction, une modification pour créer une œuvre dérivée et la diffusion de l'œuvre initiale ou dérivée, même à titre commercial. Là, on dit c'est une licence libre. Une licence de libre diffusion, c'est-à-dire il y a les modifications, on peut faire les modifications, les adaptations et la réutilisation dans un ordre commercial. Alors, le choix d'une licence est un acte juridique stratégique qui engage l'auteur d'une œuvre et conditionne l'exploitation future de cette œuvre. Les licences Creative Commons ont été créées en 2002 par la société à but non lucratif pour la diffusion de contenus numériques à l'exception des logiciels. Elles peuvent aussi être utilisées pour la diffusion de contenus sur support papier. Les licences Creative Commons, on pourra dire plus tard le CC, sont des contrats qui s'appliquent dans tous les pays qui sont conçus pour être opposables en justice. Le texte de ces licences est disponible sur le site des Creative Commons, on va voir plus tard l'adresse, en langage juridique et en langage courant. Publié en 2013, il y a eu la création de la version 4 qui prend en compte à la fois le droit d'auteur et les droits de base de données. Alors, CCC permettent aux auteurs d'indiquer les droits qu'ils veulent conserver et les droits auxquels ils renoncent afin de permettre à d'autres de réutiliser leur œuvre. Aux utilisateurs d'être informés de ces conditions et de ne pas avoir à demander l'autorisation formelle d'un auteur avant l'utilisation de son œuvre. C'est-à-dire, on n'a qu'à lire sur les papiers des documents qui sont publiés en libre accès et respecter ce qu'ils ont mentionné comme CC, comme Creative Commons sur leurs documents. L'application, attention, là, il y a des points à savoir que l'application des CC est définitive. Le changement de licence de CC ou l'arrêt de diffusion de l'œuvre sous licence Creative Commons ne s'appliquera pas aux exemplaires déjà en circulation. On ne peut pas changer d'avis. Dans le cadre de publication d'un article, d'un ouvrage, le choix d'une diffusion sous licence CC doit être effectué dans le cadre du contrat d'édition. Ce choix concernera en général à la fois les droits d'édition papier et les droits d'édition numérique. Alors, la licence Creative Commons est un système modulable, constitué. On peut le constituer, l'écrire de cette façon, de liberté de base, reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre au public, d'une clause permanente pour la paternité, et celle-ci, elle doit figurer partout, et de 3 clauses optionnelles, selon le choix qu'on décide de publier, de mettre notre document disponible sur Internet. Les clauses sont identifiées par des pictogrammes qui permettent une lecture instantanée.
Alors, nous avons ici l'attribution, c'est la paternité avec le sigle BY. Ce sigle doit figurer à chaque fois sur notre document. C'est l'obligation de citer l'auteur de l'œuvre initiale et d'indiquer les modifications qui ont été effectuées sur cette œuvre. Le dollar barré, c'est non commercial. On n'a pas, c'est le NC. On mentionne sur notre document le NC, c'est pour interdire de tirer un profit commercial en utilisant notre œuvre ou l'adaptation de notre œuvre. Non-derivative works, c'est l'œuvre, pas d'œuvre dérivée, le ND. C'est impossible de modifier ou de changer dans l'œuvre. Si on utilise une œuvre qui est déjà publiée, on n'a pas le droit de changer ou de modifier. Le titulaire de droit impose que son œuvre soit utilisée sans modification et dans son intégralité. Le C est inversé, le share alike, c'est partage dans les mêmes conditions. Le sigle SA, aussi appelé copyleft, c'est l'obligation de rediffuser l'œuvre, éventuellement modifiée, selon la même licence ou une licence similaire à celle de l'œuvre originale. On va voir plus de détails, les 6 modèles des clauses qu'il faut mettre. Alors, nous avons 6 licences. Les principes communs avec ces 6 licences qu'on peut les utiliser, le droit à la paternité qui doit être respecté, citation du nom de l'auteur à chaque fois, l'autorisation de reproduire, de distribuer ou de communiquer l'œuvre au public dans son format intégral, original. La licence et les options choisies doivent apparaître clairement à chaque utilisation. Toutes les clauses, y compris la clause d'attribution, peuvent être levées au cas par le titulaire des droits dans le cadre d'une négociation contractuelle gracieusement. Lors de la rediffusion d'une œuvre éventuellement modifiée, si on l'utilise, il est impossible d'imposer des conditions d'utilisation de l'œuvre qui altèrent ou restreignent les termes de la licence initiale. Il faut toujours respecter la licence initiale. Nous avons, voici là les 6 licences. Le CCBY pour l'attribution qui doit figurer à chaque fois. Le CCBY-SA, c'est les partages dans les mêmes conditions. CCBY-ND, pas de modification. CCBY-NC, pas d'utilisation commerciale. Le CCBY-NC-SA, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Et la dernière, CCBY-NC-ND, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. On va voir un peu des détails dans un à un, les 6 en détail. Pour le CCBY, la licence permet toute exploitation de l'œuvre, la partager, copier, reproduire, distribuer par tout moyen, sous tout format et sous toute licence. Toutes les exploitations de cette œuvre, de l'œuvre et des œuvres dérivées, y compris à des fins commerciales. Ils n'ont pas précisé qu'il n'y a pas le dollar barré. Alors, tout est possible quand on trouve un CCBY. Quand on trouve un CCBY-SA, cette licence permet toute exploitation de l'œuvre, mais par tout moyen, sous tout format, y compris à des fins commerciales, sont possibles parce qu'il n'y a pas le dollar qui est barré. Dans celle-ci, avec le ND, on autorise aussi toute diffusion de l'œuvre originale, compris à des fins commerciales, pas de dollars, par tout moyen et sous tout format, tant que l'œuvre est diffusée sans modification et dans son intégralité. On est obligé que ça soit pas de modifié et intégral. Le texte doit être intégral, copié. Ici, pour le CCBY-NC, si vous remarquez qu'il y a à chaque fois le CCBY qui doit toujours figurer dans notre licence, il permet aussi toute exploitation de l'œuvre par tout moyen, sous tout format et sous toute licence, les exploitations de l'œuvre et des dérivés, sauf à des fins commerciales. Il y a le dollar qui est barré, on n'a pas le droit de faire du commerce avec la diffusion. Pour le CCBY-NC-SA,
La même chose, elle permet toute exploitation de l'œuvre, partager, copier, reproduire, par tout moyen, tout format, toutes les exploitations de l'œuvre ou les œuvres dérivées, sauf à des fins commerciales, sont possibles. Le CCBY NCND, alors, il autorise toute diffusion de l'œuvre originale, sauf à des fins commerciales, par tout moyen et sous tout format, tant que l'œuvre est diffusée sans modification et dans son intégralité. Euro, ils n'ont pas mis le dollar. C'est pour vous dire que non commercial. Nous avons aussi la licence CCO. Cette licence, qui est issue du projet Science Commons, sur les données scientifiques. Elle permet aux producteurs de données de les placer dans le domaine public sans aucune restriction d'usage. Réutiliser librement, améliorer, modifier, y compris à des fins commerciales, sans qu'il soit obligatoire de citer le producteur de jeux de données ni de les rediffuser sous la même licence. Là, il a droit de tout faire. Attribuer une licence Creative Commons. Alors là, vous allez vous rappeler que votre choix est irrévocable. Vous ne pouvez pas le changer. Ensuite, vérifiez que votre œuvre est couverte par le droit d'auteur et dans les bases de données. Les licences Creative Commons ne peuvent pas être adaptées au logiciel d'habitude. Assurez-vous d'avoir l'autorisation écrite de tous les ayants droit et des œuvres que vous réutilisez si votre œuvre a été adaptée. Les ayants droit sont les personnes qui détenant un droit d'auteur, leur lien avec l'auteur qui est bénéficiaire direct du droit d'auteur. Assurez-vous de bien comprendre les termes de la licence que vous avez l'intention d'utiliser. Visez-en les termes juridiques, pas seulement le résumé. Assurez-vous aussi de bien prendre en compte les termes de la licence originale si votre œuvre est une adaptation ou une réutilisation. Tout ça, les précautions à prendre. Alors là, je vous montre un exemple rapide. Comment créer vous-même, si vous avez un document en libre accès, comment créer votre CC vous-même. Alors là, dans creativecommons.org, il faut cliquer sur Share Your Work. Dans l'onglet en bas, vous avez Get Started. En cliquant sur ça, vous avez là une interface qui s'affiche, qui vous permet de choisir une licence en répondant à 2 questions. Souhaitez-vous autoriser le partage des adaptations de votre œuvre? Vous pouvez sélectionner oui ou non. Et sous condition de partage dans les mêmes conditions. Là, c'est à vous de choisir oui ou non. La deuxième question, autorisez-vous les utilisations commerciales de votre œuvre, oui ou non? Vous avez 2 questions uniquement. Alors, par la suite, si vous remarquez dans la partie de droite, vous avez le format CC, par exemple, si on choisit oui, on permet à tout le monde l'accès, le CC BY. Et en bas, dans la partie du bas, vous n'aurez qu'à copier le logo, le sigle qui apparaît sur l'écran, avec la partie, vous la copiez et vous l'ajoutez à votre document. Comme ça, il y a un lien automatique au CC qui va apparaître après dans votre document, ainsi que le sigle et les instructions nécessaires pour le document avant de le publier. Vous le collez à votre document, à votre diaporama, là où vous voulez, tout ce que vous voulez publier en ligne et gratuitement, en accès ouvert. Nous avons aussi une extension bureautique dans Microsoft qu'on peut faire downloader dans notre ordinateur, sur notre ordinateur. Ça s'appelle Add-in. Vous pouvez la trouver dans Google. Vous cherchez Creative Commons Add-in pour Microsoft.
Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et comme ça, automatiquement, à chaque fois que vous choisissez un CC, ça va apparaître dans votre document automatiquement. C'est des choses un peu à pratiquer. Il faut faire des pratiques pour tout ça et sur les ordinateurs eux-mêmes. Vous avez aussi le printer qui pourra imprimer votre CC automatiquement une fois que vous l'installez, le CC PDF Converter. Pour rechercher des œuvres sous licence Creative Commons, si on veut bénéficier d'un document qui a été publié en accès ouvert, il y a un moyen de le chercher dans Google Search ou bien dans Creative Commons. On peut trouver des images, des vidéos, des publications. Pour choisir dans Google, il faut aller dans Recherche avancée et cliquer dans Paramètres en bas, dans Google Recherche avancée. Vous trouverez en bas, dans le paramétrage, les droits d'usage. Et vous avez les droits d'usage qui paraissent en bas, ici dans le curseur. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme document pour bénéficier d'une image, quelque chose, et les droits qui ont été attribués à ce document. Dans Creative Commons aussi, il y a un moyen de faire une recherche, la même chose, pour trouver des images et avec les CC qui ont été attribués à ces documents. Là, ils cherchent 13 plateformes pour les images, Google Images et tout ça dans Creative Commons. Alors, pour bien utiliser une œuvre sous licence Creative Commons, il faut bien prendre connaissance des clauses de la licence, bien lire les licences, le logo présent sur la couverture du document, sur la couverture, la page de titre et l'insérer dans la page de titre. Il faut la chercher, parfois elle est sur la page de titre, à la fin, au début, dans le diaporama, au début ou à la fin. Vous allez voir maintenant, en fin de mon diaporama, j'ai précisé aussi des CC. Alors, toujours, il faut les chercher pour essayer de réutiliser ce document et respecter les CC attribués au document cherché, à l'image, à tout. Alors, pour aussi bien utiliser les Creative Commons, indiquer les noms des titulaires des droits de l'œuvre. Ça, c'est très important. Mentionner le titre de l'œuvre et l'URL de la première publication. Alors, c'est ce que j'ai fait à la fin. Il faut toujours mentionner d'où vous avez utilisé l'œuvre, ainsi que les CC, selon ce qu'ils ont attribué à ce document, et indiquer un lien vers la licence sous laquelle vous diffusez l'œuvre. Ça, c'est pour attribuer vous-même à votre document. Il y a ces 3 points à respecter. Et on passe maintenant à la partie 2. Je vais parler aussi un peu comment créer l'identifiant chercheur ORCID. Alors, pour ORCID, l'identifiant ORCID, il a été fondé en 2010 et actif en 2012. C'est une organisation internationale à but non lucratif aux États-Unis qui gère un répertoire central ORCID registré. Alors, l'avantage, je vais dire rapidement, de l'ORCID registré, c'est qu'il collecte toutes nos publications sur un même portail et avec un seul identifiant. Et en plus, il peut paraître près de notre nom. Si vous remarquez dans des publications, vous remarquez près du nom un ID en vert. Alors, tout ça, c'est l'ORCID ID. Et on va voir plus tard comment on peut exporter nos publications dans ORCID. Alors, l'objectif d'ORCID est de résoudre les confusions des noms d'auteurs dans la publication scientifique. On voit ça aussi dans Scopus d'habitude. C'est lui qui fait ça. On a travaillé beaucoup à notre université à régler les problèmes de confusion, les noms d'auteurs. Mais il y a des choses de plus dans ORCID. C'est pour trouver des fonds d'aide et les chercheurs sont beaucoup plus visibles dans ORCID international.
c'est international. Il attribue un identifiant unique à un chercheur et c'est gratuit. Les publications et les autres produits dont ce chercheur est l'auteur, les articles, les jeux de données vont paraître tous dans l'ORCID. Le système aussi gère ses produits, les revues, les bases de données, l'entrepôt. Il faut tout insérer dedans. L'identifiant ORCID relie aussi entre eux les produits de l'activité de chercheur. Il évite aux chercheurs de ressaisir les informations le concernant. S'il a des informations dans Google Scholar, dans Scopus, dans Web of Science, il va tous les insérer dans ORCID. Il sera plus visible parce qu'il va tout récupérer dans ORCID. L'identifiant est un code alphanumérique, l'identifiant ORCID, unique qui facilite la recherche d'informations sur les publications et les activités scientifiques du chercheur. Voilà, il y a un chercheur ici, il a toutes ses publications. Ça, c'est un exemple qu'on peut voir pour un chercheur qui a ses publications dans ORCID. Alors, l'inscription est gratuite à ORCID. Elle est à partir du site internet ORCID, à la rubrique For Researchers, on va voir un peu plus tard, un peu sur l'écran. Il faut cliquer sur Register for an ORCID ID. Il est composé de 16 chiffres, l'ORCID ID. Voilà, c'est un exemple que j'ai mis ici. Il faut associer à votre ORCID une page web. Et cette page web, vous allez aussi l'insérer partout dans vos publications. Saisissez vos informations dans les rubriques cursus d'enseignement pour l'éducation, pour l'institution d'affiliation, et ça aide beaucoup parce que maintenant, de plus en plus dans les pays, ils sont en train de créer des consortiums ORCID. En France, par exemple, il y a un consortium ORCID. Ils collectent toutes les informations et l'affiliation à l'université, ça aide pour savoir vous êtes de quelle université. Et pour ceci, il faut insérer votre email institutionnel et pas votre email personnel. Précisez le type d'accès que vous autorisez pour chaque rubrique de votre enregistrement. Rendre public vos données. Vous pouvez les rendre publiques et en rendant publiques vos données, là, vous allez pouvoir récupérer les données partout et comme ça, ça va être plus visible pour le public, pour le chercheur, pour les chercheurs du monde entier. Si vous voulez ne pas les mettre publics, il y a un moyen aussi dans le settings, on va voir là où se trouve dans le account settings, pour les limiter à on limit. Chaque partie, vous pouvez la limiter ou bien la mettre pour for everyone public ou bien on limit. Via l'onglet Account Setting, dans la rubrique For Researcher, vous pouvez définir et modifier les paramètres de votre compte et le type d'accès autorisé. Dans Manage Permission, pour chaque rubrique de votre page ORCID. Voilà, j'ai mis des liens, il faut les visiter. Voilà, ici dans ORCID, For Researcher, il faut s'enregistrer pour avoir un compte, un identifiant ORCID de 16 chiffres. Ensuite, vous pouvez ajouter l'éducation, l'emploi, ajouter votre email universitaire, votre affiliation. Ça, c'est très important pour la visibilité et surtout si vous êtes dans une université. Même si vous changez, il y aura une continuité, même si vous changez de travail, d'université, de boulot. Ça, c'est l'avantage d'ORCID. Ici, dans Account Setting, vous pouvez, là, je vous montre un peu comment vous pouvez sélectionner For Everyone pour que l'identifiant, pour que vos publications et tout ce que vous mettez comme information peuvent être publiques. Et dans le suivant, vous pouvez vous pouvez la limiter dans Account Setting pour que ça soit uniquement pas visible pour tout le monde. À vous de décider pour chaque partie. Ici, vous pouvez ajouter d'une façon manuelle vos travaux.
tout ce que vous avez comme recherche, comme données manuelles. Partie, il y a un plus et vous pouvez ajouter dans chaque partie. Il faut voir bien sûr les détails. Il faut faire des formations à ce sujet, assister à des ateliers et tout ça. N'oubliez pas, quand vous envoyez un email pour un éditeur, pour publier un article, d'ajouter dans votre email votre ORCID ID. C'est très important pour la visibilité, pour l'importance, pour obtenir des fonds et pour la visibilité et pour que votre article, c'est-à-dire ça donne une appréciation. Ils peuvent chercher dans ORCID et retrouver toutes les informations nécessaires de l'auteur lui-même, du chercheur. Alors, on utilise ORCID pour répondre à un projet ou une bourse. Certaines agences de financement demandent aux candidats de saisir leur identifiant chercheur dans le formulaire de candidature. Cet identifiant relie une candidature à son candidat et permet de lui attribuer la qualité d'auteur des dossiers qu'il a soumis et des résultats qu'il a obtenus. Ils peuvent voir votre dossier dans ORCID. En septembre 2015, il y a des éditeurs scientifiques commerciaux qui utilisaient l'identifiant ORCID pour distinguer les auteurs. On voit par exemple chez Elsevier, on voit souvent des auteurs avec une idée en vert à côté de leur nom. Via leur système de soumission en ligne d'articles, les revues des éditeurs demandent à l'auteur de créer son ORCID. Ils insistent à avoir un compte, un identifiant ORCID pour publier leur article et leur attribuer le ID vert près du nom d'auteur. Vous pouvez l'utiliser aussi pour déposer des jeux de données dans un entrepôt. Les jeux de données dataset doivent être décrits avec précision et leur auteur identifié sans ambiguïté pour être correctement cités après publication ou stockés dans un entrepôt de données. C'est le data repository. Certains entrepôts ont intégré l'identifiant ORCID dans leur plateforme de dépôt et ils insistent à avoir un ORCID ID. Pour marquer et retrouver vos publications, il y a l'identifiant d'un auteur qui est relié aux bases de données bibliographiques par les biais de publication. Des exports de références peuvent être réalisés. Si vous avez la liste de vos publications dans Scopus, par exemple, on va prendre l'exemple suivant. Dans Scopus, en association vos identifiants Scopus et ORCID, les références de vos publications indexées dans Scopus pourront être importées dans votre page ORCID. Ceci se fait à partir de l'adresse que j'ai mentionnée là, scopusfeedback.com/ avec le dièse. Si vous allez sur cette page, il vous précise comment insérer, exporter vos publications que vous avez citées dans Scopus et les mettre dans ORCID d'une façon facile au lieu de les copier un à un. Même chose pour Web of Science. Alors là, c'est la façon manuelle pour ajouter des works. Vous pouvez le faire. Et pour le Web of Science, si vous avez un identifiant aussi dans Web of Science, le WOS, vous pouvez aussi relier ces deux identifiants. Vos publications pourront être synchronisées entre les deux systèmes. Vous pouvez les retrouver certainement, les garder dans Web of Science et dans ORCID en même temps en utilisant ce lien qui est un peu long, mais ce lien pourra vous aider à synchroniser les deux d'une façon plus simple pour ne pas recopier tout ça. Pour être visible aussi sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a pas mal qui ont des comptes sur ResearchGate, Academia. Malheureusement, ORCID n'a pas aussi encore un moyen de récupérer, d'exporter les données qui sont dans ResearchGate. Alors, pour ceci, il y a un lien dans ORCID où vous pouvez ajouter vos websites. Vous pouvez ajouter tout ce que vous avez comme URL de ResearchGate, Academia, Wikipédia, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez ajouter tous vos liens, vos URL dans ORCID website. Eh bien, on a terminé.
Je vous remercie et je vous montre juste effectivement à la fin que le CCBYNC, qui n'est pas commercial, que j'ai respecté du CIRAD, j'ai précisé, j'ai attribué la même, ce que CIRAD avait demandé, j'ai récupéré des données. Et il y a aussi un lien, si on clique pour lire un peu les informations concernant ces Creative Commons que j'ai attribuées à ce document. Je vous remercie et j'espère que tout était clair pour vous.